N'empêche, avant, on faisait des kilomètres pour aller voir les vaches. Maintenant, on fait des kilomètres pour regarder l'herbe. Bienvenue dans Radio Fourrage, un podcast pour parler d'innovation agroécologique. Nous donnons la parole aux éleveurs et éleveuses pour témoigner de leur stratégie d'adaptation aux enjeux climatiques, économiques et sociaux actuels. Je m'appelle Daniel Potigean, je suis éleveur laitier en GAEC avec mon frère depuis 1993. Mon père est décédé, j'étais encore à l'école et avec mon frère on a fait la ferme et l'école. Et ma mère ne conduisait pas le tracteur, donc quand on rentrait le week-end, on travaillait dessus. L'impact climatique le plus marquant pour nous, c'est 2003. On a acheté 95% de nos stocks et on a commencé à réfléchir à l'autonomie sur nos exploitations. Donc Radio Fourrage est un projet multipartenarial financé par la fondation Daniel et Lina Carasso. Donc les structures partenaires qui constituent le consortium de Radio Fourrage accompagnent toutes des collectifs d'agriculteurs et notamment des éleveurs qui sont en recherche de solutions face au réchauffement climatique. Il est vrai qu'il existe déjà un ensemble de ressources très foisonnant sur Internet, des fiches techniques, des posters, des vidéos, etc., qui le sont malheureusement la plupart du temps pas utilisées. Et on a fait le pari que le podcast permettait de faciliter l'accès à l'information. Et l'objet vraiment de Radio Fourrage était de mettre en lumière les innovations des éleveurs, des collectifs qu'on accompagne, pour essayer de communiquer plus largement, sensibiliser, informer et animer des groupes d'agriculteurs. C'est toi qui es debout. Ben c'est pas grave, c'est moi qui interviewe, c'est toi qui travaille. D'accord. On voulait se remettre en question parce qu'on mettait de plus en plus de maïs avec les sécheresses. Qui dit maïs dit tourteau pour équilibrer et pour faire huminer les vaches de la luzerne qu'on importait. Et donc l'idée c'était de vraiment de relocaliser, de reproduire sur place. Et en 2022, le séchage est sorti de terre et permet de substituer une partie des concentrés. En fait, nous, au début, on pensait que le changement climatique, pour une structure qui s'occupe de santé animale, on pensait réchauffement, développement de vecteurs qui vont amener des maladies. Et en fait, on se rend compte que ce qui préoccupe les agriculteurs, c'est le fait que les années allaient devenir un peu aléatoires et qu'on risquait de manquer de fourrage. Donc rapidement, il a paru intéressant d'accompagner les agriculteurs sur la production de fourrage et plus particulièrement sur le pâturage. Donc ouais, est-ce que je vais faire le deux, je vais te rappeler les questions. Ouais. On observe une petite seconde de silence. Je vais te poser la question tout de suite là sur le réchauffement climatique. En quoi le réchauffement climatique, selon toi, selon ton ressenti, a eu un impact sur ton métier depuis le début de ta carrière ? En tant qu'éleveur, on constate le réchauffement climatique déjà depuis pas mal d'années. Les hivers se radoucissent, les étés sont de plus en plus chauds. Et du coup, on voit des changements dans les sortes d'herbes. On s'apercevait qu'il y avait moins de production. Et petit à petit, en allant en formation, en allant chez d'autres éleveurs, dans d'autres endroits, ça m'a permis de réfléchir sur ma ferme et d'essayer de trouver des solutions qui me convenaient à moi, quoi. Voilà. C'est vrai que souvent, les agriculteurs, ils nous bluffent. On a vu des choses en formation et puis après, ils transposent des choses, ils inventent et en fait, ils créent des connaissances, ils créent des nouvelles pratiques, ils créent des nouvelles références. Donc les partenaires de Radio Fourrage, on s'est un peu mis autour de la table et on a essayé de lister dans nos réseaux les fermes où banco, on dit ah, là c'est super, ça match quoi. Ils font des trucs, il faut le diffuser quoi. Et donc on s'est formé par l'action en fait. On a travaillé avec un professionnel du son qui nous a transmis un peu les rudiments de la captation de son. On s'est équipé avec des petits outils et puis on s'est lancé. On a fait nos guides d'entretien, on a capté des sons d'ambiance, on a fait des interviews neutres. On a vraiment organisé les prises de son pour déranger le moins possible l'agriculteur ou à minima lui prendre le moins de temps possible. Donc plutôt que de faire une réunion en salle, on est allé sur les fermes, dans leur environnement de travail. On a essayé de rendre compte du monde des agriculteurs et en effet c'était important de prendre des sons dans la ferme parce que si c'était pas leurs vaches, ils les reconnaissent. Donc c'est toujours bien d'avoir vraiment leur monde, leur bruit de porte, leur bruit de veau. Et on lui faisait raconter sa trajectoire d'innovation, ce qu'il avait envie de partager aussi auprès de ses pairs, ce dont il était le plus fier dans son parcours. Mais le but étant quand même de ne pas supprimer la rencontre entre humains. Une fois les podcasts produits et diffusés en ligne, nous avons organisé des journées d'échange autour des thématiques en lien avec les podcasts. Et donc on s'est vraiment servi du podcast comme un outil de communication pour faire venir les gens, pour donner envie aux éleveurs, aux accompagnateurs de collectifs qui entendaient le podcast de venir à nos journées d'échange parce qu'ils avaient envie de rencontrer la personne en particulier et de lui poser plus de questions. Lors des journées d'échange, on s'est vraiment servi du podcast comme un énième outil qu'on pouvait sortir de notre mallette d'animateurs ou d'animatrices de collectifs.
Moi, je trouve qu'il n'y a aucune forme qui est plus agréable que le podcast, parce que je trouve que ce qui est précieux, c'est d'entendre l'agriculteur expliquer les choses. Et quand il l'explique, c'est jamais pareil que quand nous, on essaye de le retranscrire ou de formaliser. Tu retrouves pas l'âme de la personne qui le raconte et pourquoi elle le fait et l'énergie qu'elle a pendant qu'elle le fait. L'avantage du podcast, c'est que ça synthétise en fait toute une expérience. Et on va choisir les éléments qu'on met dans le podcast et donc ça fait un condensat de ce que peut raconter l'agriculteur, un peu de son histoire. Et après, chaque agriculteur va piocher dedans. Lors des prises de son, on pouvait avoir jusqu'à 2 heures de matière brute de témoignage d'un agriculteur. Et les podcasts font 6 à 8 minutes. Il y a une grosse partie du contenu qu'on n'a pas pu mobiliser dans les podcasts et pour lequel on a fait le choix de l'intégrer dans un poster qui vient en complément du podcast pour l'auditeur, l'auditrice qui serait intéressé pour en savoir davantage. Ce que j'aime bien dans le podcast, c'est que quand il y a un agriculteur qui me parle de quelque chose et que ça m'évoque ce qui a été mentionné dans un podcast, en fait, je peux mettre le podcast et lui faire écouter ce qu'a dit l'agriculteur exactement. Et il y a des chances que déjà, il parle mieux le langage agriculteur que moi. Et ensuite, j'ai pas peur de me tromper. Ça ferait envie de croiser ces gens, d'aller les rencontrer, sur le pâturage tournant par exemple. Bon, moi, sur mon exploitation, on a commencé à le mettre en place face au changement climatique, mais il y a des choses où on pourrait aller peut-être plus loin, aller voir autre chose. Ouais. Et c'est en écoutant, en voyant ce que les autres font, qu'on peut se dire, tiens, chez moi, c'est pas tout à fait comme ça, mais je peux peut-être prendre un peu de ce qui se fait là, un peu de ce qui se fait là. Et voilà, c'est pour ça que j'étais OK pour faire un podcast, pour parler de ce que j'ai mis en place chez moi et faire parler, en fait.